En Afrique du Sud, Jacob Zuma ne compte pas coopérer avec la justice. L'ancien président refuse de comparaître devant la commission anticorruption. Il a clairement exprimé dans un communiqué. L'ONU marque sa volonté à accompagner le processus de réconciliation en Libye. Une émissaire de l'organisation a pris part à une rencontre en Suisse. Le conclave doit entériner le choix des futurs dirigeants libyens. Et puis le calvaire des Érythréens réfugiés en Éthiopie, le conflit en Tigré les inquiète. Que faire de nouveau? Le choix semble très pénible pour ces personnes en difficulté dans leur pays d'origine. Et voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. En Afrique du Sud, Jacob Zuma défie la commission anticorruption qui attend de l'écouter sur des dossiers le concernant. Même après une décision de la justice constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle, l'ancien président sud-africain n'entend pas s'exécuter. Les détails dans cet élément. La Commission ne peut attendre aucune coopération de ma part dans aucune des procédures à venir, a rétorqué lundi l'ancien président dans un communiqué après la décision de la Cour constitutionnelle sud-africaine qui lui enjoint de répondre devant la Commission anticorruption. Et Jacob Zuma se dit même frappé par une colère qui ne connaît aucune limite. Il s'est dit prêt à ce que le droit suive son cours sans craindre d'être arrêté, jugé ou incarcéré. Fustigeant la décision de la Cour constitutionnelle, l'ancien président sud-africain parle de loi politisée jusque dans la plus haute cour de ce pays. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour viendrait où un gouvernement démocratique en Afrique du Sud se comporterait comme le gouvernement de l'apartheid en créant des procédures judiciaires pour viser spécifiquement des individus, ajoute-t-il. Jacob Zuma, 78 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission en juillet 2019. Mais il s'était retiré au bout de quelques jours, considérant qu'il était traité comme un accusé et non comme un témoin. Il avait comparu une autre fois en novembre 2020, mais sans jamais prendre la parole. Englué dans les scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis d'éradiquer la corruption. La commission d'enquête, qui devait initialement siéger jusqu'en mars, doit demander une prolongation en raison du retard causé par la pandémie de Covid-19. Elle a déjà entendu des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. L'Organisation des Nations Unies est déterminée à accompagner les frères libyens dans la résolution des différends qui déstabilisent leur pays. L'émissaire de l'organisation les encourage à aller jusqu'au bout. C'était au cours d'une rencontre qui s'est tenue en Suisse. Une nouvelle fois, les frères ennemis de la Libye se retrouvent cette fois-ci en Suisse pour avancer sur les points inscrits à l'agenda de la réconciliation. Après la liste des candidats au Conseil présidentiel, il faudra passer à l'étape suivante, choisir un nouveau Premier ministre et le Conseil. Tout doit être fait pour honorer l'échéance du 24 décembre prochain, exhorte l'émissaire de l'ONU. You have put an indelible mark on the calendar. Vous avez apposé une marque indélébile sur le calendrier pour la tenue des élections nationales le 24 décembre de cette année. Cette décision a été saluée par une écrasante majorité de vos compatriotes et c'est un engagement qui doit être honoré à tout prix. By your compatriots, and it is a commitment which must be honored at all costs. Reaching this far and achieving this progress. Arriver jusqu'ici et réaliser ces progrès dans le cadre du dialogue politique a été un voyage ardu, semé d'embûches, dont beaucoup ont pu être surmontés grâce à votre sagesse et à votre remarquable persévérance. With your wisdom and your remarkable persistence. C'est un pari qu'aura gagné l'Organisation des Nations Unies si tout se déroule sans couac. Elle est toujours prête à accompagner la recherche de solutions à l'interne entre les frères libyens, rassure l'émissaire. The story that you have been writing is a uniquely Libyan story. L'histoire que vous avez écrite est une histoire libyenne. C'est notre privilège en tant qu'ONU de vous accompagner et de vous soutenir dans ce voyage. Et je promets que la MINUL, l'ONU, mettra toute son énergie à s'assurer que la communauté internationale respecte et valide les décisions que vous allez prendre. Into ensuring that the international community respects and validates the decisions that you are about to make.
Les délégués de tous bords ont jusqu'à vendredi pour désigner ces personnalités parmi une liste de 45 candidats dévoilée samedi par la MINUL. Sans attendre, les candidats ont commencé à se présenter par visioconférence et à répondre aux questions pour une durée totale de 20 minutes chacun et non sans interruption due à des coupures de la liaison Internet. Et toujours au chapitre politique en Djibouti, l'opposition ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle et considère que les conditions techniques et politiques ne sont pas réunies pour des élections transparentes et accuse notamment la Commission nationale indépendante d'incompétence. Le mot d'ordre de l'opposition djiboutienne est clair. Boycott du scrutin et mobilisation populaire. Les manifestations régulières ont déjà commencé dans la rue. La coalition Union pour le Salut National, USN, et le RAD de l'ancien maire de Djibouti, Abdourahmane Guelleh, considèrent que les conditions techniques et politiques ne sont pas réunies pour des élections transparentes. Le MRD de Daher Ahmed Farah, de son côté, n'est toujours pas reconnu légalement, malgré le soutien de l'ONU. La CENI qui devrait contrôler ces élections n'existe pas. C'est une CENI constituée à majorité de membres du gouvernement et donc elle n'est pas indépendante, elle est à la solde du régime. Il n'y a pas d'élection honnête et transparente à Djibouti, a avancé le président de la coalition USN. Du côté du RAD, les électeurs ne sont pas appelés au boycott, mais plutôt à glisser un bulletin blanc ou nul, une fois dans l'isoloir. Une réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger est annoncée à Kidal, une première depuis la signature de cet accord en 2015 entre les belligérants maliens. La rencontre réunira plusieurs diplomates africains et européens dont les pays sont membres du dit comité. Les signataires de l'accord de paix d'Alger veulent aborder les sujets essentiels afin de faciliter son application jusque-là faible. La dernière rencontre de septembre 2019, une rencontre du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, CSA prévue à Kidal, cette ville malienne toujours aux mains des ex-rebelles, avait été annulée au dernier moment, ce qui a fortement déplu aux hommes forts de la ville. Cette fois-ci, les principaux membres du CSA, les groupes armés et la partie gouvernementale ont donné leur accord. Les autorités civiles et militaires de la transition ne le cachent pas. Elles veulent désormais avoir des relations décomplexées avec les groupes armés impliqués dans le processus de paix. Le CSA regroupe, outre les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger, la partie gouvernementale, mais également des représentants de pays voisins du Mali, ainsi que ceux des pays européens comme la France et les États-Unis, ou encore le représentant de la mission de l'ONU au Mali. Sur place, parmi les sujets qui seront abordés figure celui du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, l'embryon de la future armée malienne. Les unités du MOC sont composées de militaires, de l'armée régulière et des rebelles proches ou non du gouvernement. Certains sont déjà à Kidal. Ils sont stationnés dans un camp militaire alors que la ville est toujours sous le contrôle de l'ex-rébellion. Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, pour 2 mandats, s'est adressé à la jeunesse. Il appelle à agir afin d'arracher le pouvoir et cesser de pleurnicher. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a invité les jeunes à prendre le pouvoir des mains de la vieille génération. C'était lors d'une conférence virtuelle qu'il a faite le 31 janvier. Pour l'homme d'État, le pouvoir s'arrache. Il demande à la jeunesse d'éviter l'inaction et lui conseille d'arrêter de se plaindre et de se battre plutôt afin d'obtenir ce qu'il appelle une masse critique de personnes partageant les mêmes idées et qui seront prêtes à provoquer le changement. Olusegun Obasanjo a mis l'accent sur la nécessité pour les jeunes de prendre leur destin en main et d'éviter de subir la politique des dirigeants actuels sans mener des actions pour renverser la tendance. L'ancien chef d'État nigérian en a profité pour faire un mea culpa. Il estime que l'ancienne génération à laquelle il appartient a causé beaucoup de tort à la jeunesse. Il faut dire qu'âgé aujourd'hui de 84 ans, le général Obasanjo a connu des moments difficiles, notamment lorsque le président nigérian Sani Abacha l'a condamné à la prison à vie en 1995. Il est resté incarcéré jusqu'à la mort du dictateur en 1998. L'année suivante, il devenait président. Aujourd'hui, officiellement à la retraite, Olusegun Obasanjo possède néanmoins un agenda aussi chargé que celui d'un chef d'État et n'a jamais été aussi actif politiquement.
Il est considéré comme l'un des symboles les plus frappants de la mue politique du Nigeria. Ils ont fui de chez eux à la recherche d'un endroit plus sûr, mais les Érythréens ayant trouvé refuge en Éthiopie sont à nouveau en danger depuis le conflit entre le Tigré et Addis Abeba. Du coup, fuir pour beaucoup est désormais risqué. Ils ont survécu à des batailles sanglantes, des tentatives d'enlèvement et à de pénibles journées de marche vers un peu plus de sécurité, avec rien d'autre pour remplir leur estomac que quelques feuilles de plantes locales. Mais les Érythréens réfugiés en Éthiopie craignent que leur calvaire ne soit pas terminé. L'opération militaire lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed les ayant rendus plus vulnérables que jamais. Un endroit en sécurité d'autres pays, même le Kenya ou d'autres pays, je veux fuir ce pays. I want to escape from this country. How can I feel safe there? There is no any safety here. Because they are also here. Comment puis-je me sentir en sécurité ici? Il n'y a pas de sécurité ici. Il y a de nombreuses milices autour du camp, tout autour du camp. Si quelqu'un sort du camp, ils sont là. Someone go out of their camp, they are there. And they kill them. They kill us. Près de 100 000 réfugiés venus de l'Érythrée résidaient dans 4 camps du Tigré lorsque, début novembre, les combats opposant le gouvernement éthiopien aux autorités régionales issues du Front de libération du peuple tigré TPLF ont commencé. Ils sont alors devenus une proie facile pour les camps en conflit. Il y a des femmes qui sont violées par la population locale juste à cause de cette guerre parce qu'elles croient que nos soldats ou nos soldats érythréens tuent leurs frères, les soldats tigréens. Alors, ils violent nos sœurs, nos mères et ils tuent nos frères. Au nord du Tigré, 2 camps, Issat et Chimelba, ont été pris dans les hostilités et ne sont toujours pas accessibles ni à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, ni à l'agence éthiopienne en charge de ces populations ARA. Là-bas, l'ONU s'est particulièrement inquiété de possibles assassinats ciblés et d'enlèvements par des soldats érythréens, dont l'implication au Tigré a suscité de nombreux témoignages avec les démentis d'Addis Abeba. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.